continue. Bien, alors donc tout à l'heure, donc, je vous avais parlé de un petit rappel sur HTTP, l'authentification basée sur les sessions et les cookies et quelques failles de sécurité, notamment j'ai parlé de cross-site request forgery et j'ai parlé du type d'attaque cross-site scripting. Donc, c'est quoi la définition et quelles sont les parades ou bien les préventions qu'il faudrait prévoir au niveau d'application, aussi bien côté serveur que côté client. Mais également, on a vu que pour utiliser, quand vous utilisez l'authentification basée sur les sessions, donc cela nécessite également de penser au problème de monter en charge. Et pour monter en charge, donc vous allez penser à utiliser donc des sessions en paradis, un cache soit partagé, ce qui n'est pas forcément une bonne, ce que je disais tout à l'heure. Donc un cache partagé, un cache mémoire partagé pour centraliser toutes les sessions, c'est pas une bonne solution parce que ça crée un single point of failure. Et tout simplement, la solution, c'est d'utiliser un cache distribué, ce qui serait une bonne solution, de façon à ce que, quelle que soit l'instance qui va vous authentifier, il prend connaissance de toutes les sessions qui sont ouvertes et du coup, il peut répondre aux requêtes de tous les clients, quelle que soit leur nature. Et également, il résiste aux tolérances aux pannes, ça veut dire que même s'il y a une instance qui tombe en panne, donc les autres instances vont prendre la relève. L'autre solution, c'est d'utiliser une sorte de session intelligente, sticky sessions, qui fait que chaque requête provenant d'un client, il n'y a que le serveur qui l'a authentifié qui va lui répondre, qui va traiter sa requête. Et ou bien tout simplement, vous utilisez les deux, c'est-à-dire un cache distribué plus un sticky sessions. Alors tout ça, c'est quelque chose qui a été déjà consommé depuis longtemps. Et qu'est-ce qui fait marcher les applications, notamment qui subissent une montée en charge. Alors, depuis quelques années, en fait, il y a de nouvelles solutions qui sont relativement très simples et qui permettent de régler pas mal de problèmes pour les applications distribuées. Et parmi ces solutions, il y a une authentification basée sur ce qu'on appelle JSON Web Token. C'est ce que je vais vous expliquer. Alors, est-ce qu'il n'y a pas plus simple que d'utiliser les sessions? Parce qu'en fait, les sessions, c'était une solution pratiquement, c'est comme ça qu'a commencé le web. Mais à un moment donné, on cherchait, est-ce qu'il n'y a pas une autre solution d'éviter carrément l'utilisation des sessions? Alors, l'idée principale, c'est quoi? C'est de gérer les sessions côté client. Si on peut gérer les sessions côté client. Et par la suite chercher un moyen qui permet donc au serveur de faire confiance aux différents clients en se basant sur une signature électronique et par la suite donc sans avoir besoin de stocker donc la session côté serveur. Alors l'idée c'est quoi? Bon, l'idée c'est que il y a un client qui va se connecter, il va envoyer une requête d'authentification, il va saisir son username et son mot de passe. Ensuite, l'application, il va se connecter à la base de données pour savoir si l'utilisateur n'existe pas, il va récupérer les rôles et tout. Et si l'utilisateur existe, qu'est-ce qu'il va faire l'application? Il va générer un token, une clé, en fait un token, un jeton, c'est la traduction que je cherchais. Donc générer un jeton ou bien un token, JWT, c'est ce que nous allons voir. En calculant une signature basée sur un secret. Ça veut dire que votre serveur, il dispose d'un secret, c'est-à-dire d'une clé, d'un mot de passe, soi-disant, avec lequel il va générer ce token. Une fois qu'il génère ce token-là, il va le signer. Mais tout simplement, dans la réponse HTTP, on va envoyer au client directement ce token. JWT, on va l'envoyer dans une entête HTTP. Et ce token-là, on va voir sa constitution. Il se compose de 3 parties, header, payload, signature. Donc ça, c'est 3 parties que je vais vous expliquer tout à l'heure. Bon, ce token-là, une fois qu'il est reçu par le client, il n'y a pas d'exigence particulière. Le client, il a le droit, en fonction des applications, si c'est une application, par exemple, single page application, généralement, on peut le stocker soit dans les sessions,
On peut également le stocker dans le local storage, on peut le mettre là où on veut, on peut carrément le garder dans le contexte de l'application, de façon à ce que si à chaque fois que si on envoie une nouvelle requête, alors si j'envoie une nouvelle requête, qu'est-ce qui va se passer? Ben, tout simplement, j'envoie ce token. C'est-à-dire ce token qui a été envoyé par le serveur. Chaque requête que j'envoie, même si je suis authentifié, même si je n'ai rien gardé dans la mémoire du serveur, il n'y a pas de session. Alors qu'est-ce qui se passe? J'envoie ce token, le serveur, il va, à chaque fois qu'il reçoit une requête, il va vérifier s'il y a une en-tête qui contient ce token. Si ça existe, il va vérifier la signature de ce token-là en utilisant le même secret. C'est-à-dire, avec le secret-là, on va vérifier est-ce que ce token qui a été généré, est-ce qu'il est valide? Est-ce qu'il n'a pas été changé au cours de route? Est-ce que hein? Alors, autre chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, nous allons le voir. Ce token-là, il contient toutes les informations concernant l'utilisateur. Il contient l'identité de l'utilisateur. Il contient le username, il peut contenir les rôles d'utilisateur, il peut contenir la date d'expiration, il peut contenir pas mal de choses. Donc, ça veut dire qu'on n'a plus besoin d'aller vers la RAM ou bien même d'aller vers la base de données pour savoir est-ce que ce token-là, est-ce que ça consiste un tel utilisateur, un tel username, quel est son rôle, est-ce qu'il est admin. Dans le token lui-même, on a toutes ces informations. Et du coup, ça va faciliter énormément la chose. Alors, c'est ce qu'on va voir. Alors, comment? Alors, JSON Web Token, donc, c'est une spécification, c'est un standard de RFC 7519 qui définit une solution qui est compacte, autonome. Donc, compacte parce que la taille des tokens elle est réduite, on va voir sa structure. Autonome parce qu'il contient toutes les informations nécessaires pour facilement, à partir des tokens, de connaître déjà l'identité de l'utilisateur. Pour transmettre de manière sécurisée les informations entre les applications distribuées d'une manière générale. Ça peut être entre une application, un browser et un serveur web, comme ça peut être également entre différents types d'applications. Par exemple, quand vous êtes dans une architecture basée sur les microservices, chaque microservice, quand il fait appel à un autre microservice, il a besoin donc de ce token pour savoir est-ce qu'il est authentifié ou pas. Alors, en principe, cette information, c'est-à-dire ce JWT, peut être vérifiée par n'importe quelle application qui dispose de ce secret, soi-disant, on va dire. Il est fiable, car il est signé numériquement. C'est ce que nous allons voir. Alors, j'ai expliqué tout à l'heure compact, pourquoi? Parce qu'en raison de la petite taille. Alors, en fait, le JWT, vu sa petite taille, il peut être envoyé via l'URL, il peut être envoyé dans une entête HTTP, il peut être stocké dans les cookies, il peut être envoyé vers un échange. Et en plus, du moment que sa taille est relativement réduite, donc ça peut être très utile au niveau de la bande passante. Donc ça n'occupe pas beaucoup de temps pour le transmettre. Pourquoi il est compact? Parce qu'il y a déjà des solutions avant qui sont basées sur XML. Et vous savez que XML, c'est verbeux, ça occupe beaucoup d'espace. Et du coup, donc, JSON Web Token, donc, il est plus compact. Autonome, pourquoi? Parce que le JWT contient toutes les informations qui sont requises sur l'utilisateur. On y trouvera donc pratiquement ses rôles, on trouvera donc son identité d'une manière générale. Et forcément, on n'a plus besoin donc à chaque fois d'interroger la base de données pour savoir quel est le rôle de l'utilisateur. Donc pratiquement, on peut passer d'une machine vers une autre et on a toujours l'identité de l'utilisateur. Bon, ça c'est la facilité, le côté facile. Après, il y a des contraintes, donc on va en parler. Alors techniquement parlant, la structure de JWT est constituée de 3 parties, qui sont séparées par un point. La première partie s'appelle header, la deuxième partie s'appelle payload, la troisième s'appelle signature. Alors la forme donc du JWT est la suivante, header.payload.signature. Alors maintenant on va voir le contenu de chaque partie. Header, qu'est-ce qu'il contient, payload, qu'est-ce qu'il contient, et la signature, comment la calculer. Alors d'abord l'entête, le header.
En fait, l'entête se compose généralement de deux parties. Il y a deux informations principales dans l'entête. La première, c'est le type de jeton. Généralement, le type, c'est JWT. Je suppose que, j'imagine peut-être qu'il y en aura d'autres versions, JWT 1, 2, 3. Mais pour le moment, le type, c'est JWT. L'algorithme, et après, il y a un algorithme de hachage qui est utilisé. Alors, généralement, dans le cas de JWT, il y a deux solutions, soit le HMAC, soit RSA. Alors, en fait, c'est les deux solutions que vous pouvez choisir selon les cas. Alors, on va voir c'est quoi la différence. Bon, juste pour rappeler, HMAC, ça veut dire H Message Authentication Code. Donc, c'est un algorithme qui est symétrique, qui est basé sur une clé privée. C'est-à-dire, la même clé doit être disponible chez on va dire, toutes les applications qui sont destinées à signer ou bien à vérifier ce token. Il y a également RSA, ça veut dire, en fait, RSA, c'est juste les initiales des créateurs de cet algorithme qui sont là. Ronald Rives en 2015, Adi Shamir 2013 et Leonard Adleman 2010. Alors forcément, ça, c'est la recherche. Il y a quelqu'un qui a initié, il y a un autre qui a fait mieux, il y a un autre qui s'est inspiré pour créer quelque chose. Donc, c'est un peu ça. Alors, donc, c'est un algorithme qui est asymétrique, qui est basé, lui, sur deux clés. Il y a une clé privée et une clé publique. Alors, c'est un principe qui est déjà connu. Donc, la structure des headers, donc, c'est un objet JSON qui a la forme suivante. Donc là, l'algorithme, donc c'est là on va trouver, donc, pour HMAC, parce que vous savez que HMAC lui-même, il utilise l'algorithme SHA, parce que dans SHA, donc, il y a l'algorithme de hachage, il y a le 256, il y a le 512, etc. Donc, c'est pour cela qu'on l'appelle l'algorithme, c'est HS256. Ouais, H, ça veut dire quoi? C'est HMAC. S, ça veut dire SHA. Donc, l'algorithme de hachage qui est aussi connu. Et après, donc, le modèle utilisé, c'est SHA 256. Donc, en tout cas, donc, l'algorithme, c'est HS 256, ça veut dire c'est HMAC. Ou tout simplement, vous allez trouver RS 256. La même chose, c'est RSA qui utilise SHA 256. Le type, donc l'attribut type, il n'y a pas de E. Généralement, on va trouver JWT. Donc ça, c'est le header, l'entête. Il indique toujours quel est l'algorithme utilisé pour signer le token. Bon, c'est-à-dire que n'importe quelle application qui est ce token, il peut savoir quel algorithme utiliser. Alors, par la suite, comme c'est des données de token, cet objet JSON est ensuite encodé. Il est encodé en utilisant la fonction base64 URL. Alors en fait, base64 URL, c'est une opération qui consiste à prendre ces données-là, c'est des codes, des caractères, et de les convertir en une chaîne de caractères qui est codée sur une table, c'est-à-dire base64, juste pour vous rappeler, parce qu'après il faut voir un peu les détails. C'est le fait de faire une représentation de codage basée sur 64 caractères, plus un autre caractère qui est égal, donc c'est-à-dire 65 caractères codés sur 6 bits, je crois. Oui, c'est bien 6 bits. Et du coup, vous avez une fonction déjà qui est pratiquement présente dans tous les langages de programmation, qui s'appelle base64, c'est connu. Alors maintenant, URL, c'est que URL, ça veut dire qu'on n'aura pas des caractères qui ne sont pas acceptés par les URL. Parce que vous savez, dans une URL, par exemple, d'un navigateur, il y a des caractères qu'on n'accepte pas. Par exemple, le inférieur, le supérieur, il y a des caractères et du coup, base64 URL, il n'utilise pas les caractères qui ne sont pas acceptés par les URL. Et c'est quoi l'avantage maintenant? C'est que ce token, c'est-à-dire cette information, on peut la transmettre aussi via une URL. On peut la transmettre dans une entête, ou dans un cookie, etc. Mais également, on peut la transmettre dans une requête HTTP, par exemple, sur l'URL, point d'interrogation, token égale valeur, directement, on peut la transmettre. Donc, ça, c'est le header. Il est codé, il est encodé. Bon, c'est l'encodage, ce n'est pas du cryptage. Quand je dis encodé,
Ça veut dire n'importe quelle application, il peut savoir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pas secret. Hein. C'est-à-dire que quand vous dites base 64 URL, en code, ça vous donne ça. Et dans n'importe quel langage, si vous utilisez base 64 URL des codes, il vous donne ça. Donc ça veut dire que n'importe quelle application peut savoir ce qu'il y a dans cette information. Jusque-là, il n'y a rien de secret. OK? Alors le payload, donc ça c'est le header. Alors le payload, c'est-à-dire le corps du token si vous voulez. Donc la deuxième partie, donc c'est le payload qui contient ce qu'on appelle les claims. Les claims, c'est les revendications, un ensemble d'informations. Alors en fait, les claims donc sont des déclarations qui concernent d'abord une entité. Généralement, c'est l'utilisateur lui-même. Il contient des informations sur l'utilisateur. Et après, il y a des métadonnées supplémentaires que vous n'êtes pas obligé d'utiliser, mais parfois qui peuvent être utilisées dans le cadre de l'interopérabilité entre les applications. Il y a des claims qui sont standards, donc on va les voir. Donc il existe trois types de claims. Il y a les claims enregistrés, publics, privés. Alors les claims enregistrés, c'est généralement, il s'agit d'un ensemble de revendications qui sont prédéfinies, qui ne sont pas obligatoires, c'est-à-dire on n'est pas obligé de les utiliser, mais ils sont recommandés pour fournir un ensemble d'informations, de revendications utiles et interopérables, c'est-à-dire qu'on peut facilement reconnaître dans n'importe quelle application. Si vous voulez, ils ont un sens, il y a une sémantique. Alors certains d'entre eux sont les suivants. Il y a le ISS, ça s'appelle Issuer. En fait, le ISS, c'est l'origine du token. Généralement, dans ISS, c'est un attribut dans lequel on représente en fait qu'est-ce qui a généré le token. Ça peut être par exemple la partie backend, ça peut être le nom de l'application qui a généré le token. C'est-à-dire, à un moment donné, le token il est généré par une application et ISS, il contient cette information. L'expiration, c'est l'heure d'expiration. Un token, quand il est généré, il n'est pas valide tout le temps. Il a une date d'expiration. Dès que sa date expire, il n'est plus valable. Donc on peut spécifier, ça c'est fondamental, obligatoire. C'est obligatoire parce que s'il n'y a pas de date d'expiration, c'est que quand vous authentifiez un utilisateur, ça veut dire qu'il n'a plus besoin de s'authentifier à vie. Un token qui est valable à vie. Ça n'a pas de sens. Généralement, un token, il est généré pour 30 jours, 2 jours, 1 jour, 5 minutes, tout dépend de l'application. Mais vous dites, quand vous êtes authentifié sur Facebook, si vous posez la question, la dernière fois que Facebook vous demande de saisir votre username, votre mot de passe, ça remonte à combien de temps? Parce qu'en fait, Facebook, quand vous êtes authentifié, il génère ce token. Et une fois qu'elle est dans votre machine, à chaque fois que vous allez vers Facebook, vous l'envoyez. Bon, il l'accepte. Mais à un moment donné, il vous dit il faut saisir votre username ou votre mot de passe. Pourquoi? Parce que tout simplement, le token a expiré. Donc il y a une date d'expiration. Il y a subject, le sujet. En fait, dans subject, généralement, on met le username. Généralement. C'est-à-dire, on spécifie l'identité de l'utilisateur de ce token. Après, il y a audience. C'est le public cible. Quand on génère un token, on peut spécifier le token, il est destiné pour qui? Pour, par exemple, la partie front-end ou l'application mobile. Parce qu'en fait, c'est la partie back-end qui génère le token. Et quand il les génère, il dit le token, par exemple, ça concerne les applications mobiles. Bon, c'est juste une information en plus. C'est pas obligatoire, mais c'est pour indiquer que ce token-là, il a été généré pour un but précis. Et c'est quoi le but? C'est pour, par exemple, l'application mobile, pour authentifier les applications web, front-end, mobile, etc. Il y a également un autre claim, une autre revendication, si vous voulez, c'est not before, c'est-à-dire un token généré qui ne peut pas être utilisé avant une date. À quoi ça va servir? Ça peut servir à quelque chose. Mais en tout cas, générer un token maintenant, et après vous dites ce token-là, il ne peut être valable que dans 30 jours. C'est-à-dire vous allez vous authentifier, et vous dites que vous êtes bien authentifié, mais vous attendez 30 jours pour pouvoir accéder à l'application. Alors,
Généralement, je n'ai pas encore vu un exemple d'application, un intérêt particulier, mais ça peut servir pour ça. C'est-à-dire, je vous générer un token qui ne peut être validé qu'à partir d'une date. Ça peut être utile. On authentifie les gens, mais l'application elle-même, le service à utiliser dans l'application, il va démarrer à partir d'une date précise. Et du coup, donc, vous pouvez... D'ailleurs, on va voir, en fait, ce système de JSON Web Token, c'est l'histoire du visa. Hein. C'est exactement ce qui se passe quand vous allez demander visa. Une fois que vous avez le visa, ça veut dire que vous avez en quelque sorte un token. Et une fois que vous l'avez, bah, votre visa il est valide pour une durée bien précise. Et après, parfois, votre visa ne peut être utilisé qu'à partir d'une date. C'est-à-dire il commence à partir d'une date, je ne sais pas. N'est-ce pas? Alors, c'est la même chose. Donc, on y trouvera donc dans le visa lui-même, on y trouvera toutes ces informations-là. Donc, il y a d'autres choses. Il y a issued at, c'est-à-dire que le issued at, c'est-à-dire qu'il a été généré à quelle date? Hein? Vous voyez donc ici c'est l'expiration. Ça c'est il ne peut être utilisé avant la date. Il a été généré à cette date. Et après il y a GTI, c'est le JWT ID. Alors si vous voulez attribuer un identifiant à chaque token, hein, parce que parfois donc votre application qui fait l'authentification, à chaque fois qu'il génère un token, il peut lui donner un identifiant unique. Ça peut être très utile. Alors tous ces claims que vous voyez là, ils ne sont pas obligatoires. Enfin, c'est pas qu'ils ne sont pas obligatoires. Il y en a ceux qui, l'expiration c'est presque obligatoire, on va dire. Subject c'est très utile, mais on n'est pas obligé d'utiliser, si vous voulez, tous les autres. Alors, donc ça c'est quoi ça? C'est les claims prédéfinis. Alors ensuite il y a les public claims. Alors c'est des revendications que vous pouvez ajouter à volonté. Vous pouvez ajouter d'autres informations dans le token, hein, d'autres revendications si vous voulez. Sauf que pour éviter des collisions, c'est-à-dire pour éviter que par exemple moi j'utilise un claim qui s'appelle X, il y a une autre entreprise ou bien une autre organisation qui utilise toujours le même claim X. Ou quand on est dans un monde qui est interopérable, ça peut créer des confusions. Son X n'a pas le même sens que mon X, si vous voulez, mon claim. Ben, c'est pour cela, les claims publics, une fois que vous les utilisez, vous les enregistrez. Il faut les enregistrer dans un annuaire des jetons, si vous voulez, JSON Web Token. En fait, il y a l'adresse ici. Il y en a JSON. Alors, ça dépend de ce qu'on veut faire. Alors, ici, donc, voilà le lien en principe dans lequel vous trouverez donc la liste des claims publics et dans lequel vous pouvez ajouter d'autres, etc. C'est à volonté. Souvent, il y en a ceux qui ne prêtent pas attention à ça, mais en tout cas. Et après, l'autre, c'est private claims. C'est des claims que vous pouvez ajouter personnels à votre application, dans lesquels vous mettez ce que vous voulez, vous les appelez comme vous voulez, vous mettez les informations que vous voulez, vous avez la liberté de mettre tout ce que vous voulez dans ces claims-là. Vous n'êtes pas enregistré, vous n'êtes pas obligé de les enregistrer publiquement. C'est-à-dire, ça ne rentre pas dans l'interopérabilité parce que ça concerne que mes applications moi et du coup, donc je ne suis pas obligé de les enregistrer. Donc je répète, donc vous avez dans un JWT, qu'est-ce que vous avez? Vous avez deux parties. Il y a la partie, c'est header. Donc, on a vu que header, qu'est-ce qu'il contient? Principalement ça. Deuxième partie, c'est payload. Il contient des claims. Parmi les claims, il y a les claims enregistrés, prédéfinis. Public, que vous pouvez ajouter, mais que vous devrez enregistrer dans un annuaire. Privé, ça veut dire que vous avez la liberté de mettre ce que vous voulez. Alors maintenant, un exemple de payload. Payload, la même chose, c'est un objet JSON dans lequel on trouve un ensemble d'informations. Par exemple, ici, subject. Voilà, donc souvent, subject, on trouve username. Vous pouvez trouver l'identifiant du porteur, soi-disant, du propriétaire du token. L'issuer, c'est backend, c'est la partie backend qui l'a généré.
l'audition, c'est comment dire, c'est le public cible, l'audience, l'audition. J'ai perdu l'audience. L'audience, c'est par exemple ce token-là, il est destiné c'est un tableau web front-end, mobile app, etc. Donc je peux mettre, c'est-à-dire le token, il peut être utilisé par différents types d'applications. La date d'expiration, c'est on time, not before, nul, pas de date précise. IAT, donc ça c'est issued at, il a été généré à quelle date. GTI, ça c'est l'identifiant du JSON Web Token. Name, ça c'est par exemple, name, c'est pas prédéfini, mais je peux ajouter name ici. Donc par exemple, ça sent que name, c'est public, il est déjà enregistré dans l'annuaire, donc je peux l'ajouter. Je mets le nom par exemple de la personne. Ça peut servir par exemple pour l'afficher dans si vous voulez pas afficher username, vous pouvez l'afficher par exemple dans l'interface utilisateur, le nom de la personne, le nom de l'utilisateur qui est authentifié. Les rôles, ça peut être très utile, c'est-à-dire que dans le token lui-même, je peux mettre les rôles de l'utilisateur, par exemple ici admin, auteur, etc. Alors ça peut être très utile pour la partie front-end par exemple, parce que dans la partie front-end, on peut s'en servir pour la contextualisation. C'est-à-dire, quand vous êtes par exemple authentifié en tant qu'admin, il y a des choses que vous allez masquer, il y a des choses que vous allez afficher. Quand vous êtes auteur, il y a des choses que vous allez encore masquer, il y a des choses que vous allez afficher. Il dit que donc, dans la partie front-end, quand vous avez même ce token, vous savez déjà en quelque sorte les rôles de l'utilisateur et du coup, dans la partie front-end, vous pouvez décider qu'est-ce que vous allez afficher, qu'est-ce que vous allez masquer. Mais en même temps, quand je transmets le token vers la partie back-end n'a plus besoin de se connecter vers la base de données pour connaître les rôles de l'utilisateur. Pourquoi ils sont déjà dans le token? Donc, c'est-à-dire dans le token lui-même, il est autodescriptif, si vous voulez. Alors ça, c'est un exemple de payload. Alors maintenant, ce payload-là, c'est un objet de JSON. La même chose, on va utiliser la fonction base64 URL, encode. On va l'encoder, ça nous donne quelque chose comme ça. Et après, la partie la plus importante du token, la partie qui concerne la sécurité, parce que jusque-là, il n'y a rien à sécuriser. J'ai des informations que j'encode en base 64 URL. Si vous êtes dans une autre application, vous utilisez base 64 URL des codes et vous avez ça. Donc ça veut dire que dans n'importe quelle application, vous pouvez savoir de qui il s'agit, etc., etc., etc. Donc ça, c'est jusque-là. Alors maintenant, la troisième partie du token, c'est la signature. Bon, la signature est utilisée donc pour vérifier que l'expéditeur de JWT est celui qu'il prétend être. Alors quand une application reçoit le token, il doit vérifier est-ce que ce token-là représente bien l'utilisateur qu'il prétend représenter. Et pour s'assurer que le message, c'est-à-dire le token, n'a pas été modifié en cours de route. Parce qu'en fait, le token, vous savez qu'il peut traverser plusieurs points d'accès. Et du coup, donc, si le token a été modifié quelque part, forcément, il ne sera pas accepté. Moi, si je te donne un numéro de visa, quand tu viens chez moi, je te donne un visa, par exemple le Schengen. Avec le visa Schengen, normalement, tu as une validité. Tu peux l'utiliser donc pratiquement sur les frontières de l'Union européenne, c'est-à-dire tous les pays de l'Union européenne. Là où tu vas, tu es authentifié, n'est-ce pas? Enfin, c'est-à-dire tu as le droit d'accéder à l'ensemble on va dire de l'ensemble des pays de l'Union européenne. Et du coup, vous avez quand même le visa, il a été créé d'une manière à ce qu'on garantit qu'il ne peut pas être falsifié, etc., n'est-ce pas? C'est la même chose. Donc l'idée de la signature, c'est offrir un moyen qui garantit que quand j'ai un token, je dis est-ce que ce token-là, est-ce que ce visa est bon ou pas? Alors comment? Alors par exemple, si vous utilisez l'algorithme HMAC et SHA-256, c'est-à-dire en fait le HMAC si vous voulez, la signature sera créée de la façon suivante. Alors, comment créer la signature? On utilise la fonction HMAC SHA-256, entre parenthèses,
qu'est-ce qu'on va maintenant encoder avec cette fonction? D'abord, on va lui donner trois informations. La première, c'est base 64 URL de header. Donc la partie header qui est encodée en format base 64 URL. Plus point. On va ajouter un point. Plus base 64 URL encode payload. Payload lui-même, il va être encodé. Et après, on va lui ajouter le secret. Donc, c'est-à-dire, vous prenez ça et vous lui donnez le secret, le mot de passe, soi-disant, que personne ne connaît. Parce que s'il y a une application qui connaît le secret, ben, il peut générer le token, il peut délivrer les visas pour les autres, il peut vérifier. Donc, c'est un secret. Hein. C'est-à-dire qu'il faut se débrouiller par la suite que seule la partie vacante de l'application, c'est-à-dire la partie qui authentifie les utilisateurs, qui dispose de ce secret. Et quand vous prenez cette fonction et vous essayez d'hacher ça avec le secret, ben ça vous donne la signature. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne la signature. Alors, le JWT donc, final est constitué donc, de trois parties. La première partie, c'est bien sûr, c'est. Je saute ça. Alors, un exemple. Alors, en fait, si vous voulez, juste, il y a un site que vous pouvez JWT. Je vais vous montrer rapidement. Juste le temps de connecter le. Alors, JWT. Alors, en fait, dans ce site-là, alors là, les notifications. Je sais pas ce qui manque. Alors, dans ce site-là, donc vous avez en quelque sorte un formulaire qui vous montre un petit peu montrer un peu les choses. Premièrement, c'est que vous avez donc l'algorithme utilisé, donc vous voyez donc soit RSA ou bien HMAC. Alors si vous dites HMAC, vous avez ici un exemple, le header. Vous avez ça. Bon, ça c'est le header. Alors si vous prenez ce header que vous voyez là, ça c'est en format JSON, n'est-ce pas? Si vous l'écrivez en format base 64 URL, ça vous donne ça, ce qui est en rouge. Donc si vous prenez base 64 URL de ça, ça vous donne ça, n'est-ce pas? Point, à point. Alors ce que vous voyez là, ici, c'est le payload. Alors là, c'est payload, vous voyez donc il y a subject, le sujet par exemple, ici vous pouvez mettre par exemple admin. Par exemple, c'est l'utilisateur admin. Name, c'est bon, ici donc ça c'est admin, est-ce que je suis un administrateur, etc. Donc je peux mettre ici par exemple les rôles. Alors je peux ajouter d'autres informations. Parce que dans le payload, je peux mettre ce que je veux. Alors, par exemple, les rôles, c'est un tableau, donc je dois utiliser ici un tableau. Bon, un tableau, donc ça veut dire que ça, les rôles de cet utilisateur, il y a admin, virgule, par exemple, étudiant, professeur, etc. Un professeur, mais en même temps, il est administrateur. Par exemple, ça, c'est quand je suis authentifié avec admin, avec mon mot de passe côté backend, normalement, le token qui va être généré, c'est celui-là. Alors là, vous voyez donc ce qui change maintenant, quand je change là, bien sûr, ça change. Mais après, il y a la troisième partie. Alors, la troisième partie, c'est quoi? C'est la signature. Alors maintenant, la signature, voilà la fonction. HMAC SHA 256. Alors, qu'est-ce que vous voyez là? Base 64 URL de header, il y a point, base 64 URL de payload, point, et après, il y a le secret. Alors maintenant, le secret,
Là, je mets un secret pour voir juste quel est l'effet ici. Mais ici, donc, ce token que vous voyez là, cette signature, elle est générée à partir d'un secret que vous voyez là. N'est-ce pas? Alors forcément, ici, donc, si vous mettez ce token, en fait, ce token qui est généré ici, ce token qui est généré là, il est généré en utilisant ce secret-là. D'accord? Alors ça veut dire que si vous prenez ce token-là, vous le posez ici, il vous dit que c'est vérifié. Mais supposons que par exemple je change, je dis voilà ce token que ici, est-ce qu'il est valide? Non, il n'est pas valide. Parce qu'en fait, de toute façon, je ne connais pas le token. Donc ça veut dire que si je connais le token, si je connais le secret, je peux signer le token. Alors ici, donc ça c'est juste pour vous donner l'idée c'est-à-dire de JSON Web Token. Alors c'est quoi JSON Web Token? C'est ça. En fait, JSON Web Token. Alors si vous prenez ça, normalement l'application qui va nous générer ça, c'est l'application qui fait l'authentification. Quand vous allez authentifier l'utilisateur, une fois qu'il est authentifié, vous allez utiliser dans votre application quelque part un secret. Généralement, il est stocké quelque part dans une constante de votre application. Même, on ne le met pas dans des fichiers texte ou des fichiers XML, on le met carrément dans quelque part. Il faut le sécuriser. Et après, avec ce secret-là, vous pouvez générer le token. Donc, quand vous le générez pour l'utilisateur, à chaque fois qu'il vous envoie une requête, il doit vous envoyer ça. Quand il vous envoie ça, vous faites ça. Vous prenez la même chose, vous prenez le header, vous prenez le payload, vous prenez votre secret parce que vous êtes le seul à le connaître. Et après, la fonction va vous dire est-ce qu'il est bon ou il n'est pas bon. Alors, autre chose que je n'ai pas spécifié ici, il y a la date d'expiration, il y a pas mal de choses parce qu'en fait, si j'introduis ici la date, après par la suite, si la date a expiré, elle vous dit que, même si vous connaissez le secret, elle vous dit ce token n'est plus valable. Vous avez compris? Très bien. Alors maintenant, je passe à la suite. Alors juste à titre d'indication, c'est-à-dire il y a un plugin sur Chrome. En principe, oui, il vous dit là, vous avez voilà une extension de Chrome si vous voulez l'installer. Moi, je l'ai déjà installé, vous le voyez là. Bon, si vous dans Chrome, c'est-à-dire que dans n'importe quelle application, à un moment donné, si vous voulez vérifier comme ça, vous cliquez là-dessus. Et là, vous avez un truc comme ça qui vous permet, si vous avez par exemple un token, vous voulez savoir pourquoi il n'est plus valable, vous le mettez là et après vous pouvez savoir son contenu. Et vous pouvez, alors si vous connaissez le secret, vous pouvez, ça peut être utile si vous voulez par exemple déchiffrer rapidement le contenu des tokens. Ça c'est juste dans la phase de programmation, vous avez besoin de faire des vérifications. Mais généralement, ce travail-là, la vérification de la signature, c'est la partie back-end qui le fait. Mais le décode, pour connaître le contenu, n'importe quelle application peut savoir, par exemple la partie front-end avec Angular ou là, je ne sais pas quoi, JavaScript, vous pouvez, si vous avez ça, vous savez déjà ce qu'il y a ici, vous savez ce qu'il y a là. Mais par contre, ça, vous ne pouvez pas. Qu'est-ce que vous pouvez pas ça. La seule chose, c'est que ça, c'est ce qu'on appelle la signature. Donc, et du coup, quand j'envoie ce token-là, s'il ne contient pas cette signature, il ne sera pas accepté. Et cette signature-là, si par exemple, on va dire, vous êtes malin, vous dites, il m'a généré ce token avec un secret. Moi, j'ai ce token-là, je vais le modifier. Si vous modifiez le payload, vous ajoutez une information, par exemple, pour ne pas dire... vous allez ici, par exemple, vous changez là-dessus. Quand vous l'envoyez, la signature, c'est toujours la même. Mais après, il vous dit, il est invalide. Pourquoi? Parce que la signature, quand il a été généré avec votre payload. Il a été généré avec votre header. Donc, si le header ou le payload a changé, si en même temps la date d'expiration n'est plus valable, il ne marche pas. C'est bon?
Alors, je vais passer à la suite. C'est presque qu'on a un quart d'heure pour voir un peu l'essentiel. Et on va laisser le... Alors ça, je l'ai déjà expliqué tout à l'heure. Maintenant, ce qui va changer, c'est que vous avez un client qui va se saisir son username, son mot de passe, et il envoie les données vers le serveur. Le serveur va vérifier dans la base de données. Si l'utilisateur existe, on va récupérer les rôles et on va récupérer les informations et on va générer ce token. Et on va générer la signature. Et ce token-là, on l'envoie dans la réponse HTTP. Généralement, on utilise une en-tête. On peut utiliser les cookies, mais on va voir qu'on n'est pas obligé. Alors, dans une en-tête, par exemple, qui s'appelle authorization, vous voyez donc ici, donc souvent le schéma utilisé, c'est HPS, c'est-à-dire Header Payload Secret. Alors, par la suite, alors ici, ce qui est intéressant, c'est que le serveur n'a plus besoin d'utiliser un cache mémoire. Il n'y a plus de session. C'est pas comme les sessions. Dans les sessions, quand l'utilisateur il va vous envoyer le session ID, mais la session elle-même, il va la placer dans la RAM du serveur, ce qui va créer les problèmes dont j'ai parlé tout à l'heure, notamment pour les applications montées en charge et tout. Mais ici, donc, le token, une fois qu'il est généré, ben, il est envoyé vers c'est-à-dire son propriétaire. C'est comme si vous dites, vous avez envoyé un visa. Vous avez envoyé un visa à cet utilisateur. Vous lui dites, à chaque fois que tu veux pénétrer dans mon application, il suffit que tu me montres ton visa et je te laisse. Alors, sauf que quand je vous envoie la requête, vous envoyez toujours, après vous envoyez le token via une en-tête authorization ou bien via le cookie. Alors, si vous l'avez stocké alors maintenant, la manière de stocker le token dans l'application cliente, c'est au choix, en fonction des applications. Si vous êtes dans des applications mobiles, généralement, on utilise le local storage. C'est-à-dire, on stocke quelque part dans le local storage de l'application mobile. Et du coup, donc, d'ailleurs, les applications que vous utilisez mobiles, Facebook, etc., on ne vous demande jamais de vous authentifier. Vous êtes authentifié une seule fois. Une fois que vous êtes authentifié, on génère ce token, on vous l'envoie, il est enregistré quelque part dans le local storage. Mais après votre application, à chaque fois qu'il va se connecter, il va lire le local storage, il récupère le token et après il va être envoyé. Alors dans les applications de type single page application, les applications web, le token il peut être stocké soit dans le local storage, soit dans le session storage, ou tout simplement dans les cookies. Après, par la suite, on va voir, si vous le stockez dans le local storage, il y a des failles de sécurité. Si vous le stockez dans les sessions, il faut également penser aux autres types d'attaques, XSS, c'est-à-dire cross-site scripting et cross-site request forwarding, on en a parlé tout à l'heure, etc. Donc tout ça, on va parler. Donc quand vous envoyez donc le token, généralement le token il est envoyé selon le schéma. On envoie le token, mais on lui ajoute souvent un préfixe connu. Bon, c'est juste un choix, c'est pas obligatoire. Souvent, on trouve le préfixe bearer comme ça, c'est-à-dire porteur. Pourquoi? Tout simplement parce que même, par exemple, quand on envoie, quand on a c'est-à-dire que l'application cliente, il sait que token, il est là, mais le serveur, qu'est-ce qu'il fait? À chaque fois qu'il reçoit un token, il supprime d'abord le préfixe, d'accord? Il supprime le préfixe et après, il récupère le token. Ça veut dire que la partie back-end, la partie front-end, généralement, ils connaissent par défaut que le token, il commence par un préfixe, X, un préfixe connu. Donc, on vérifie la signature avec toujours le secret qui est quelque part. Et après, s'il est valide, automatiquement, je récupère le rôle de l'utilisateur. Donc, s'il y a des droits d'accès ici, je peux directement charger les droits de l'utilisateur et je peux savoir est-ce qu'il a le droit ou pas. Rien que dans le token lui-même. Ben, c'est tellement simple. On a attendu beaucoup d'années pour finalement, mais c'est ça la recherche. Parfois, on passe à côté des bonnes solutions. La solution la plus simple, c'était là. C'est bon?
Bon, alors ça c'est la même chose, ce que je viens de dire. Alors, si vous voulez comparer les sessions ID avec les JWT, donc tous les deux c'est des tokens. Session ID c'est un token, JWT c'est un token. Alors la différence c'est que session ID c'est un token par référence et JWT c'est un token par valeur. C'est quoi la différence? C'est que quand vous avez un token par référence, ça veut dire qu'il vous faut une application tierce, c'est-à-dire une autre application qui va vous permettre de connaître les informations relatives à ce token. Par exemple, quand je vous donne votre session ID, si vous m'envoyez votre session ID, je dois consulter la RAM du serveur pour savoir est-ce que ce session ID correspond bien à l'administrateur, à un utilisateur avec tel rôle. Ça veut dire qu'avec en fait, le token par référence, c'est-à-dire vous avez la référence vers les informations sur l'identité de l'utilisateur. Donc il vous faut toujours une application tierce avec laquelle je peux savoir est-ce que ce token-là, il représente qui? C'est comme une carte bancaire. Alors si vous avez une carte bancaire, c'est un token par référence. Parce que de toute façon, si je vous donne ma carte bancaire, vous ne pouvez pas savoir j'ai combien d'argent. Je ne peux pas savoir qu'est-ce que j'ai dans mon... Si vous voulez savoir, il faut aller vers un guichet, vous la mettez pour... donc si vous voulez, c'est une clé par référence. Il faut toujours une application qui doit lire l'information sur la carte pour se connecter au système pour savoir ce qu'il représente. Alors que JWT, ce n'est pas par référence, c'est par valeur. Ça veut dire que dans le token, lui-même, il y a tout. C'est comme des billets d'argent. Si je vous donne des billets d'argent, vous n'avez pas besoin d'aller vers un guichet pour savoir... ça y est, je vous donne 200 dirhams, c'est 200 dirhams. Est-ce que vous voyez la différence? Donc là, c'est un token passé par valeur. Donc je n'ai pas besoin d'une autre application tierce pour savoir l'identité que représente ce token. Alors les avantages, bien sûr, d'abord, c'est JSON Web Token, c'est pratiquement tous les langages de programmation savent utiliser donc, des fonctions HMAC, RSA, etc. Donc IDECO, votre token, vous l'envoyez, vous avez des applications distribuées Java, PHP, différentes applications développées avec n'importe quel langage, vous lui envoyez un JWT, il sait ce qu'il sait. Les applications qui ont le secret, ils sont capables de signer et de vérifier. Celles qui n'ont pas le secret, ils peuvent savoir qu'est-ce qu'ils représentent, etc. Donc, tous les langages, presque. Alors, problème de montée en charge. Vous vous rappelez, avec les sessions, quand vous utilisez donc le système basé sur les sessions, il fallait penser à un cache distribué, etc. etc. Mais avec JWT, JSON Web Token, c'est très banal, c'est très simple. Je n'ai plus besoin de tous ces problèmes-là d'un cache distribué, un cache partagé. Pourquoi? Parce que même vous avez votre application, vous la dupliquez dans plusieurs serveurs. Et du coup, donc, chaque application, quand vous la dupliquez, la seule chose, c'est que toutes les applications, ils ont la clé privée. Ce secret-là, il est à l'intérieur des applications. N'est-ce pas? Et du coup, donc, quand vous avez une requête qui arrive, si vous l'envoyez à n'importe quelle instance, votre token JWT, on peut on a le secret et du coup, donc on peut savoir est-ce qu'il est authentique ou pas. On peut savoir ce qu'il contient. Est-ce qu'il est bien signé. Et du coup, donc le problème, même s'il y a une instance qui tombe en panne, c'est pas grave, les autres instances vont fonctionner. Bon, ça veut dire que c'est 5000 fois plus simple que si vous passez par les sessions. Techniquement parlant, mettre en place un load balancer basé sur JWT, c'est plus simple. Alors, sauf que bien sûr, quand vous dupliquez plusieurs serveurs, vous avez le secret dans tous les serveurs, il faut sécuriser le secret. C'est-à-dire, il ne faudrait pas qu'il soit accessible. Alors l'autre avantage, c'est pour les applications distribuées, par exemple, basées sur les microservices. Quand vous êtes une application basée sur les microservices, on a déjà vu les avantages, mais pour la sécurité, d'ailleurs, c'est les applications qu'on a travaillé dans les dernières applications, vous avez une application, vous avez un load balancer, votre application se compose de 2 parties, et l'application elle-même, chaque partie, on va la diviser en plusieurs microservices.
Et du coup, donc, chaque microservice que j'ai, eh ben, il dispose tout simplement du secret, c'est-à-dire de la clé privée. Ben, et du coup, donc, quand il y a un utilisateur qui est authentifié, il envoie ce token, il circule dans tous les microservices. Il n'y a plus besoin de dire est-ce qu'il a le droit ou pas. Du moment qu'il y a le token, le JWT qui est valide, ben, je fais le traitement. Et c'est très compliqué à mettre en place si vous utilisez les sessions. Alors maintenant, quand vous êtes dans une architecture massivement distribuée, vous avez un secret qui se balade dans le cloud partout, dans beaucoup de machines. Il y a un risque que vous perdez cette clé privée. Alors quand est-ce qu'on a une clé privée? Quand vous utilisez HMAC. Mais si vous ne voulez pas, vous pouvez utiliser, il existe deux manières de signer. Donc soit d'une manière symétrique, en utilisant l'algorithme HMAC, un seul secret partagé, ou bien vous utilisez d'une manière asymétrique, c'est-à-dire RSA. Et dans ce cas-là, vous avez deux clés. Une clé privée pour signer et générer le WT, et une clé publique pour vérifier la validité du JWT. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Donc, par exemple, l'architecture basée sur les microservices. Vous avez un seul microservice, un seul, qui dispose de la clé privée. C'est ce qu'on appelle le référentiel des identités. C'est-à-dire, le seul microservice qui permet d'authentifier, c'est celui-là. Quand vous allez vous authentifier, vous appelez ce microservice. Il va vous générer un token. Il va le signer, il va vous le donner. Mais par la suite, quand vous voulez accéder à d'autres microservices, vous n'avez plus, les autres microservices n'ont plus besoin de la clé privée. Ils ont besoin uniquement d'une clé publique. Cette clé publique, c'est pas grave, même si elle est partout, ça ne change rien. Pourquoi? Parce qu'avec cette clé publique, ça permet uniquement de vérifier la validité du token. Mais avec cette clé publique, vous ne pouvez pas générer de nouveaux tokens. C'est comme si vous avez un visa qui est généré par une entité, un organisme, et votre visa, vous allez en France, il est valable. Vous allez en Angleterre, enfin, pas en Angleterre, parce que vous allez en Belgique, vous allez en Italie, valable. Parce qu'en fait, il y a un moyen de vérifier. Mais en fait, qu'est-ce qui vous a délivré le visa? Ben, tout simplement, c'est l'ambassade française, par exemple. C'est la même chose, c'est le même principe. Alors, il y a un autre problème qui est posé pour les JSON Web Tokens, c'est le cas de la révocation des tokens. Ça, c'est un problème. C'est quoi? C'est que, imaginez que vous êtes dans cette situation ici. Vous êtes authentifié, vous avez saisi votre username et votre mot de passe. D'accord? Je vous ai généré un JWT, je vous l'ai donné. Et je vous dis que ce JWT, il est valable 30 jours. N'est-ce pas? Et après, par la suite, j'ai désactivé votre compte. Pour une raison ou une autre. Votre compte, au niveau de la base de données, je dis que ça y est, vous n'avez plus le droit d'accéder. Le problème, c'est que vous n'avez aucun moyen d'empêcher cette application d'accéder à l'application. Pourquoi? Parce que quand il vous envoie le token, votre application, il vérifie, il est valide. Parce que dans le token, quand il a été généré, il a une date de validité. C'est comme si on vous donne un visa d'une année, et à un moment donné, quelque part, on vous déclare, on vous dit que ça y est, votre visa ne peut plus être... Bah, si vous l'avez une année, vous pouvez l'utiliser. Alors, quel est le moyen qu'il faut utiliser? N'est-ce pas? Est-ce que vous voyez le problème? Alors, quel est le moyen qui permet de résoudre... Il faut penser à une solution. Pour la révocation de token, il faut utiliser une blacklist. Alors, ça veut dire quoi? Dans votre système d'authentification, au niveau du load balancer, quand vous authentifiez, vous avez des tokens. Et dès que, par exemple, vous avez un token, un utilisateur précis que vous voulez désactiver, ben, il faut le déclarer dans la blacklist, sachant que vous connaissez les identifiants des tokens, les GTI. Et du coup, donc, même si le token il est valable, mais à chaque fois que l'application reçoit le JWT,
il vérifie d'abord s'il n'est pas dans la blacklist et après il va accéder. Alors c'est le moyen qui est utilisé généralement pour résoudre ce problème de révocation de token. Ce n'est pas comme le cas des sessions, parce que dans les sessions, de toute façon, la session, à un moment donné, il faut aller vers la base de données pour interroger les rôles. Et du coup, si vous désactivez un utilisateur de la base de données, la durée de la session, c'est 20 minutes, etc. Donc au bout de 20 minutes, ça y est, elle est désactivée. C'est bon? Alors juste, enfin, où stocker les JWT? Maintenant, parce qu'en fait, l'utilisateur, quand il reçoit le token, est-ce qu'on va le mettre dans les local storage, dans les sessions, dans les cookies, etc. Alors maintenant, le jeton, quand vous avez un jeton qui est stocké dans le session storage ou bien dans le local storage. Alors, faites la différence entre le local storage, juste local storage, vous avez un browser dans le browser, il y a un local storage. Si quand vous stockez une information dans le local storage, ça veut dire qu'il peut être partagé par toutes les instances du navigateur. C'est-à-dire que n'importe quelle application, vous allez vers un site dans le navigateur, il peut lire le local storage. N'importe quelle application peut lire le local storage, s'il n'est pas sécurisé. Alors que le session storage, c'est que chaque fenêtre que vous ouvrez, session storage, à chaque fois que vous ouvrez une fenêtre du navigateur, vous avez un session storage. Dès que vous fermez la fenêtre, le session storage, il disparaît. Bon, ça, c'est la différence. Alors, dans ce cas-là, quand vous utilisez local storage, session storage, il devrait inclure systématiquement, donc, c'est votre application qui devrait, à chaque fois que vous envoyez une requête, votre application avec JavaScript, vous devrez aller vers le local storage, vous lisez le token et vous l'envoyez vers l'application. C'est-à-dire c'est votre application avec JavaScript que vous allez régler ça. Par exemple, vous travaillez avec Angular, c'est dans Angular, dans vos services, que vous allez lire le local storage et de stocker le token quelque part dans le contexte de l'application et comme ça vous pouvez l'envoyer. C'est bon? Généralement, c'est quand vous êtes dans des requêtes Ajax, etc. Mais l'avantage de cette technique de stocker dans le local storage, c'est qu'il n'y a pas de faille cross-site request forgery. Pourquoi? Parce que la faille cross-site request forgery, je l'ai expliqué tout à l'heure, il concerne les cookies. Parce que si je vous envoie un lien, si vous cliquez dessus, votre lien, en fait, quand vous cliquez sur le lien, vous envoyez que les cookies. Or, mon token il n'est pas stocké dans les cookies. Et du coup, donc, même s'il y a une attaque de type cross-site request forgery, le token n'est pas envoyé vers le serveur. Et du coup, donc, le serveur ne va pas accepter l'attaque, en fait, la requête. Donc, en local storage et en session storage, vous êtes en fait, vous êtes protégé contre les attaques SRM. Mais, cependant, vous n'êtes pas protégé contre les attaques XSS, Cross-Site Scripting. Ça veut dire quoi? Quand vous avez un script qui arrive vers votre navigateur, le script, il a le droit de lire le local storage. Il peut aller vers le local storage pour pirater des tokens et les balancer quelque part. Donc, avec une attaque Cross-Site Scripting, je peux atteindre votre machine, pirater le token JWT et le balayer quelque part par mail chez moi et je peux l'utiliser pour commencer à aller vers l'application avec votre identité. Donc je vole votre visa pour me balader dans toutes vos applications. Est-ce que vous voyez c'est un peu ça. Alors donc il faut faire attention. Donc si vous êtes il faut penser à une solution pour ces cas-là. Alors si par contre vous stockez le JWT dans les sessions, dans les cookies, c'est une solution pour les applications web. Ça veut dire à chaque fois, l'avantage c'est que si vous le stockez dans les cookies, dans votre application web, vous envoyez vos requêtes, de toute façon vous êtes sûr que le token il est toujours envoyé. Donc vous n'avez pas besoin d'écrire du code JavaScript, qui permet d'envoyer ce token. C'est pas compliqué, mais en tout cas.
Donc, c'est-à-dire il est toujours envoyé, mais par contre, le problème, c'est que vous avez les... vous avez les cookies, donc il faut penser à utiliser les cookies en mode HTTP only. Je l'ai déjà expliqué. Quand vous ajoutez, vous ajoutez le mode HTTP only, ça veut dire que JavaScript n'a pas le droit de lire les n'a pas le droit de lire les cookies, ce cookie. Même s'il y a une attaque de type cross-site scripting, vous êtes protégé. Les attaques cross-site scripting n'ont pas le droit de lire les cookies protégés. Et du coup, on ne peut pas voler votre token via XSS. Mais vous ajoutez également Secure. Alors l'option HTTP, ça veut dire que only, ça veut dire qu'il ne peut être envoyé que via une requête HTTP. Il ne peut pas être lu par JavaScript. Mais si vous ajoutez encore Secure, ça veut dire que ce token ne peut être envoyé que via HTTPS. Pourquoi? Parce que quand vous utilisez HTTP, vous envoyez le token. Si vous passez par des points d'accès ou bien des passerelles, vous savez, votre token il est en clair, on peut le pirater. Je peux facilement mettre, vous arrivez dans un café, vous êtes connecté dans un point d'accès, je peux dans mon point d'accès mettre une application qui fait que quand il y a des requêtes qui sortent, je peux pirater votre token. C'est-à-dire que vous l'envoyez via le cookie, mais dans l'application, je peux lire ces informations. Et si je les lis, ben, tout simplement, c'est grave. Et du coup, donc, si vous voulez vraiment être en sécurité, il faudrait utiliser HTTPS. Et quand vous êtes en HTTP, ça veut dire que quand vous le basculez via le réseau, même s'il est intercepté, il n'y a aucune application qui peut savoir son contenu. Donc, il doit arriver vers le serveur pour pouvoir connaître son contenu pour le basculer vers le service d'authentification. Bon, ça, c'est une affaire secure, ça veut dire c'est HTTPS. Et avec un jeton stocké dans le cookie, celui-ci étant automatiquement envoyé au navigateur pour chaque requête, ce qui l'expose aux attaques CSRF. Vous voyez, c'est l'inverse de l'autre. L'autre, c'est quoi? Vous avez, c'est en local storage. En local storage. Il n'y a pas d'attaque CSRF. Mais par contre, vous êtes exposé cross-site scripting. Alors qu'ici, donc, le cross-site scripting, il y a des solutions. HTTP only secure, il n'y a pas de problème. Mais par contre, vous êtes exposé. Donc, de toute façon, il y a une faille il faut trouver la solution. Alors, comme je disais donc, pour le cas des cookies, voilà ce que vous faites. Quand vous dites set cookie, JWT, vous mettez le cookie et après vous mettez secure et HTTP only. Et du coup, donc ça, vous réglez le problème cross-site scripting. Je crois que j'ai terminé. Sécuriser les JWT. Ah. Alors parce que là j'ai parlé de cross-site scripting. Alors maintenant, pour le cross-site scripting, pour cross-site request forgery. Alors comment protéger si vous utilisez JWT, et que vous le stockez dans le local storage, par exemple les applications mobiles, comment vous pouvez faire pour éliminer l'attaque de type... Non, c'est l'inverse. Quand vous stockez le token dans les cookies, ok, ça veut dire que vous avez la faille cross-site request forgery, n'est-ce pas? Alors comment éliminer ça? Ben, tout simplement, vous allez à nouveau revenir à la solution de base. Utiliser le synchronizer token, c'est-à-dire que à chaque fois que vous envoyez une requête, je vous envoie un token. Je génère un token CSRF, le synchronizer token. Mais où est-ce que je vais le mettre? Parce que je n'ai plus de session. Parce que dans les sessions, le synchronizer token, je le mets dans la session. De façon à ce que, à chaque fois que vous envoyez la requête, vous devrez m'envoyer ce token et je vérifie dans la session. Et s'il n'y a plus de session, qu'est-ce qu'on va faire? La solution, c'est tout simplement, c'est penser à mettre le synchronizer token, CSRF, dans le payload du JWT. Ça veut dire comme si vous prenez le token CSRF, vous le générez, vous le mettez dans le payload,
dans le payload se forme d'un attribut dans le payload du token, JWT. Vous le mettez dans le payload et vous l'envoyez vers l'utilisateur. Vous signez le token, n'est-ce pas? Vous envoyez le token. Et quand vous m'envoyez le JWT, qu'est-ce que je trouve dans le JWT? J'ai le SRF token, le synchronizer token, n'est-ce pas? Et je vérifie la signature et ça marche, il n'y a pas de problème. Donc ça veut dire que, ici, quand vous êtes dans ce cas-là, le moyen c'est quoi? C'est que maintenant, pour chaque réponse que j'envoie vers le client, je génère un synchronizer token et je le mets dans le JWT et je l'envoie. Il dit quoi donc, si vous m'envoyez un JWT qui ne contient pas le synchronizer token que je vous ai envoyé il y a 5 minutes, ou bien te dis pas maintenant ce que je veux en faire, donc je ne l'accepte pas. Donc ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'utiliser les sessions. C'est toujours toute la solution est dans le JWT. Je peux mettre ce que je veux. Et je peux le générer quand je veux. Je peux le générer une seule fois et je le garde. Ou tout simplement, pour chaque requête, je génère un token et je vous l'envoie. Alors les autres, maintenant le JWT, bon, ils sont utilisés pour l'authentification, ça c'est une évidence, pour authentifier les systèmes et les applications. On peut stocker. On peut l'utiliser par exemple pour les formulaires plusieurs parties. Ça arrive parfois dans des applications. Vous savez, quand vous avez des formulaires, des grands formulaires, vous allez saisir la première partie dans la première page. Next, vous allez vers la suite du formulaire. Next, la suite du formulaire. Vous avez des grands formulaires en plusieurs parties. Alors, avec les sessions, c'est que quand vous validez la première partie, vous le stockez dans la session. Vous allez dans la deuxième partie, vous le stockez dans la session. La troisième partie dans la session. Et la dernière partie, quand vous faites ça, c'est à ce moment-là que je prends tout le contenu de la session et je le balaye vers la base de données. Alors maintenant, avec ça, il n'y a plus de session. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tout simplement, les données que je vais saisir dans la première partie, je vais les mettre dans le token lui-même. N'est-ce pas? C'est-à-dire, toutes les données que je sais, je les mets dans le JWT. Je vous l'envoie. Vous saisissez la deuxième partie, vous me l'envoyez, j'ajoute la deuxième partie dans le token. Ça veut dire que même le token lui-même, je commence à mettre les données. De la première partie du formulaire, la partie du formulaire jusqu'à la fin, je récupère les données finales et je récupère toutes les données et je les mets dans la base de données. C'est tellement simple. Confirmation des emails. Alors parfois quand vous allez, j'en ai parlé tout à l'heure, quand vous voulez par exemple vous inscrire, vous tapez votre username, votre email, et ce qu'on vous fait pour être sûr que vous êtes bien la bonne personne, on vous envoie un lien par mail, vous cliquez dessus et vous allez changer votre mot de passe ou je ne sais pas quoi, continuer, c'est-à-dire activer votre compte. Alors, dans les applications classiques, pour faire ça, qu'est-ce qu'on fait? Vous allez saisir votre username, votre mot de passe, je vous enregistre dans la base de données, je génère un code secret, un code que je mets dans la base de données, je vous envoie un lien, n'est-ce pas? Qui contient ce code, vous m'envoyez, vous cliquez sur le lien, je récupère la requête et je vais vers la base de données, j'active votre compte. Bon, ça, c'est ce qu'on fait d'habitude. Alors que pour vérifier juste par mail, on n'a plus besoin d'aller vers la base de données. J'enregistre, j'ai les données. Je génère un token avec une validité, par exemple, de 2 minutes. La date d'expiration. Je le mets dans l'URL parce qu'il est encodé base 64 URL. Vous cliquez sur le lien, vous appelez le service. Moi, je vérifie s'il est correct. S'il est correct, ça veut dire que il s'agit bien de la bonne identité. Et du coup, donc, j'active le compte. Donc, c'est un peu plus simple. Ce qui permet de faire des va-et-vient, de stocker des données côté serveur, etc. Voilà. Alors, j'ai terminé donc tous les concepts. Je vous ai retenu un peu plus que d'habitude. Alors, bon, demain matin, on va s'intéresser maintenant à la partie application. Alors, autrement, donc,
Donc nous allons créer une application dans laquelle on va revenir à Spring Security. On va créer, donc gérer les utilisateurs et les rôles, une application qui permet de gérer des tâches. Et après, on va essayer d'utiliser une authentification basée sur JSON Web Token. Et après, on va voir qu'est-ce qu'il faut faire, quelle configuration qu'il faut faire ici pour pouvoir gérer ces problèmes. Il y a pas mal de code à écrire, mais c'est simple à comprendre. Voilà, alors ça c'est ce que nous allons faire demain. C'est bon?